Bonjour, bienvenue dans Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique. Du droit et rien que du droit. Au programme de ce numéro, on va parler du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ce sera dans quelques instants avec Pauline Dumortier, avocate consul chez Avanti Avocat. On parlera ensuite du devoir de vigilance avec Charlotte Michon, avocate fondatrice de Charlotte Michon Avocat. Et enfin, on parlera de l'avocat acteur de la transition écologique avec Laurence Roch, responsable du groupe de travail droit de l'environnement au sein du CNB. Voilà pour les titres. Lex Inside, c'est parti. On commence ce Lex Inside, on va parler du projet de loi de financement de la sécurité sociale 2026. On va décrypter les enjeux avec mon invité Pauline Dumortier, consul chez Avanti Avocat. Pauline Dumortier, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, on va aller au cœur de ce projet en détail. On va voir les différentes propositions, les enjeux. Mais avant toute chose, un point de vue général, quel est votre sentiment sur ce projet de loi de financement de la sécurité sociale 2026? Alors, le premier constat à faire relatif au projet de loi de financement de la sécurité sociale de 2026, c'est que comme tout projet de loi de financement, il poursuit la finalité de maîtriser les dépenses sociales et de santé en déterminant des dépenses et des recettes. De ce point de vue-là, on est sur un projet de loi de financement de la sécurité sociale plutôt classique. Après, bien entendu, on peut débattre des mesures qui sont prévues pour permettre le financement de la sécurité sociale. Là où on a une originalité, c'est plutôt lié au contexte politique dans lequel il s'inscrit, étant donné que habituellement, les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont portés par des gouvernements qui ont la majorité à l'Assemblée nationale. Et là, on est sur un projet de loi de financement de la sécurité sociale qui a des mesures de consensus. On en parlera tout à l'heure avec la suspension de la réforme des retraites. Et on l'a vu également, on a eu un projet de loi de financement de la sécurité sociale déposé, puis une lettre rectificative. Donc, son originalité est qu'on a des mesures de consensus qui sont présentes dedans et qui en font un projet différent des précédents pour cet aspect-là. Alors, parmi les mesures, il y a une taxe sur les organismes complémentaires. De quoi s'agit-il? Alors, il est envisagé par ce projet de mettre en place une contribution qui serait instituée au titre de l'année 2026 uniquement et qui serait payée par les organismes complémentaires. Quand on parle des organismes complémentaires, c'est les organismes assureurs, donc les mutuelles, les institutions de prévoyance et également les sociétés d'assurance régies par le Code des assurances. C'est une contribution donc qui serait, en tout cas qui aurait pour assiette l'ensemble des sommes stipulées en 2026 au profit des organismes assureurs au titre des cotisations d'assurance maladie complémentaire. La contribution a un taux de 2,25%, alors initialement 2,05 qui a été augmenté à 2,25% par la lettre rectificative. Et le produit de cette contribution, en tout cas aujourd'hui, il est envisagé que ce soit affecté pour 2,05% à la branche maladie et pour 0,2% à la branche vieillesse. Néanmoins, alors, elle est présente dans le projet de loi de financement. Toutefois, elle fait beaucoup débat, elle est beaucoup discutée et dans le Pourquoi? cadre, alors notamment parce qu'il y a la question de se dire est-ce que aujourd'hui c'est une taxe en tout cas qui est justifiée et notamment le débiteur qui sont les organismes complémentaires, ça interroge sur le fait de savoir est-ce que c'est vraiment eux qui doivent être les débiteurs de cette contribution avec la question qui est est-ce que ça ne va pas se répercuter au fin des fins sur les assurés, mais en tout cas elle interroge, il y a des amendements qui sont intervenus pour la supprimer, donc elle pourrait ne pas figurer dans la loi de financement de la sécurité sociale si on arrive à la fin des débats parlementaires. Alors, autre mesure envisagée par ce projet, c'est la réforme du forfait social. De quoi s'agit-il? Alors, déjà, pour rappel, le forfait social, c'est une contribution à la charge de l'employeur sur les revenus d'activité. Elle est prévue donc pour les revenus d'activité donc qui vont être soumis à CSG, mais qui vont être exonérés de cotisations de sécurité sociale. Aujourd'hui, on a tout un ensemble de revenus d'activité qui sont concernés par le forfait social. Toutefois, il y a une refonte complète des textes relatifs au forfait social envisagés, d'une part pour les clarifier, mais d'autre part également pour venir prévoir que de nouveaux revenus d'activité
vont être concernés et on a notamment parmi, les sommes en tout cas qui vont être concernées par une contribution à hauteur de 8 les titres restaurants et également les activités sociales et culturelles du CSE, en tout cas en l'état du projet. Alors, la mesure phare de ce projet, c'est évidemment la suspension de la réforme des retraites. C'était une condition pour que le gouvernement tienne. Qu'est-ce qu'il y a dans cette suspension de la réforme? Jusqu'où va-t-on? Qui est concerné? Tout à fait et c'est une très bonne question étant donné que quand on a le terme suspension de la réforme des retraites, on se dit: «Mais toute la réforme des retraites va être suspendue», alors que non, ce n'est pas le cas étant donné que la réforme des retraites de 2023, réforme Borne, elle est intervenue sur de nombreux aspects. On a des régimes, spéciaux qui ont été supprimés, on a eu le décalage, de l'âge légal, on a eu également des refontes du cumul emploi-retraite, de la retraite progressive. Donc on a tout un tas de mesures et aujourd'hui quand on parle de suspension et le terme de suspension lui-même doit être pris en tout cas avec vigilance. En fait, on ne parle que de 2 mesures. C'est d'une part le décalage de l'âge légal, donc avec la réforme Borne qui passait de 62 à 64 ans, mais également l'allongement de la durée d'assurance qui progressivement passait de 170 trimestres à 172. Au final, quand on parle de la suspension de la réforme des retraites, on ne parle que de ces 2 mesures et plus précisément, aujourd'hui, ce qui est prévu par l'article 45 bis de la lettre rectificative qui est intervenue relatif au projet de loi de financement de la sécurité sociale, c'est plutôt un décalage du calendrier tel qu'il était prévu initialement. Concrètement, ce qui était prévu par la réforme Borne, c'est qu'à partir de la génération née en septembre 1961, on avait un décalage de l'âge légal qui passait progressivement de 62 ans à 64 ans, avec un décalage par génération de 3 mois. Concrètement, on est né en septembre 1961, on partait à 62 ans et 3 mois. On était né en 1962 à 62 ans et 6 mois, et ainsi de suite pour atteindre 64 ans pour la génération 1968. L'article du projet de loi de financement de la sécurité sociale vise à retravailler ce calendrier. Toutefois, il est toujours prévu un décalage progressif à 64 ans. On a C'est juste qu'on décale. C'est juste qu'on décale, notamment pour une génération, qui est la génération 64, la génération des personnes nées en 1964. Ces personnes auraient dû partir à la retraite à 63 ans. On leur indique que ce sera 62 ans et 9 mois et donc ça décale nécessairement toutes les générations postérieures. Alors, autre point important de ce projet de loi, c'est la participation forfaitaire et les franchises médicales. Concrètement, le projet de loi modifie les règles de participation forfaitaire et les franchises médicales, mais quels sont les actes qui sont concernés? Alors, il faut distinguer les 2. Pour les participations forfaitaires, aujourd'hui, c'est les actes et consultations effectués par les chirurgiens-dentistes qui vont être concernés par ces participations forfaitaires. Pour les franchises, il y a une volonté d'aligner le régime des franchises des dispositifs médicaux avec celui des médicaments. Donc, c'est les 2 mesures, en tout cas principales en matière de santé et en complément, dans ce contexte global en matière de santé, on a également la question des arrêts de travail qui est aussi traitée par le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et qu'est-ce qu'il dit sur ce point? Alors sur ce point, en fait, il y a un constat qui est fait depuis plusieurs années, c'est qu'il y a une dérive des arrêts de travail, en tout cas une augmentation des arrêts de travail qui est constatée d'un point de vue statistique. Et il y a une volonté, en tout cas, de ne plus permettre, notamment, que des arrêts de travail puissent être prescrits par visio, par télémédecine, et notamment de réduire les durées des arrêts de travail qui peuvent être prescrits par les médecins, en prévoyant qu'en hôpital, ce sera 30 jours maximum et 15 jours pour un médecin de ville, avec obligation d'aller renouveler. Et dernier point de ce texte, c'est le report de la réforme de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique hospitalière. Tout à fait. Alors, c'est un point important. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que donc, on a eu une réforme globale de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique. Pour la fonction publique d'État, c'est déjà bien avancé. On a les textes. La fonction publique territoriale, on a une proposition de loi qui est actuellement en étude et on avait pour, la fonction publique hospitalière, on devait avoir en tout cas une réforme pour le 1er janvier 2026 et au final aujourd'hui il y a une proposition de report, pour 2028 pour des raisons qui sont des raisons de temps. Au final, on se rend compte en pratique qu'on est sur un timing qui est trop court, pour 2026. On va conclure là-dessus. Merci Pauline Dumortier. Je rappelle que vous êtes consul chez Avanti Avocat.
Merci beaucoup. Tout de suite, l'émission continue. On va s'intéresser à un autre sujet important, le devoir de vigilance. On poursuit avec un sujet important pour les entreprises, le devoir de vigilance. De quoi s'agit-il? Quels sont les enjeux? On en parle tout de suite avec mon invité, Charlotte Michon, avocate fondatrice de Charlotte Michon Avocat. Charlotte Michon, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, on va parler ensemble du devoir de vigilance pour bien comprendre comment ce devoir de vigilance s'inscrit-il dans le paysage juridique français et européen. Alors, le devoir de vigilance, c'est une nouvelle obligation juridique qui demande aux entreprises d'identifier et de prévenir les impacts négatifs qu'elles peuvent avoir sur les droits humains et l'environnement. Et donc, on a une loi pionnière en France, donc une loi de 2017 maintenant, mais je continue à dire que c'est une nouvelle obligation juridique parce qu'il y a encore beaucoup de questions d'interprétation. Et on a une directive européenne, aujourd'hui remise en question, on va en parler, qui a été adoptée en juin dernier. Et l'originalité du devoir de vigilance, c'est qu'il demande à l'entreprise de s'intéresser aussi aux activités que des tiers peuvent avoir et donc de identifier les risques et de prévenir par rapport à des activités de filiales. Donc il y a un effet, ce n'est pas une loi extraterritoriale, mais il y a un effet extraterritorial et par rapport à l'activité de certains de leurs relations commerciales et notamment les fournisseurs et sous-traitants. Donc, une nouvelle obligation juridique qui s'inscrit dans le cadre d'une démarche, d'un mouvement d'opposabilité, de traduction juridique de la RSE et donc d'aller exiger des entreprises des pratiques opposables en matière environnementale sociale. Donc, on a d'autres fondements juridiques qui sont associés à ce mouvement, le reporting extra-financier notamment, la lutte contre les pratiques commerciales trompeuses à travers la lutte contre le greenwashing ou le social washing, les règlements à l'importation sur la déforestation, les produits issus de la déforestation. Voilà, donc c'est le devoir de vigilance, c'est une des obligations juridiques liées à l'opposabilité de la RSE. Donc on voit qu'il s'inscrit dans un mouvement général, mais pour autant, on a observé un recul de l'Union européenne sur ces questions. Comment vous expliquez ces reculs sur les réglementations européennes? Alors, je ne sais pas trop si je peux l'expliquer. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a un recul sur un ensemble de réglementations, de récentes réglementations européennes, donc pas que sur la durabilité, mais c'est vrai que le paquet dit Omnibus, le premier, a porté sur les réglementations liées à la durabilité. Alors déjà, disons que le principe du pacte vert reste et il est rappelé par les institutions européennes et il propose des réglementations, des simplifications dans un souci affiché d'allègement des obligations, notamment sur les plus petites entreprises, et dans un contexte aussi de crise économique, et donc pour favoriser la compétitivité des entreprises. Alors, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, sur le devoir de vigilance, le principe d'une obligation reste. Alors, certes, le champ est réduit, mais le principe d'une obligation européenne reste, qui devrait arriver là d'ici 3 ans. Il y a beaucoup de discussions au niveau européen. Il y a des lobbies intenses de part et d'autre pour ne pas alléger ou encore plus alléger la réglementation. Donc, on va voir ce que ça On donne. va observer Le tout ça. devoir de vigilance a sûrement pâti et est un peu dans le même, inclus dans le même sens que le reporting extra-financier, donc avec la CSRD qui va être aussi allégé. Et il a sûrement pâti de le premier exercice de CSRD qui a été assez lourd pour les entreprises l'année dernière, pour les grandes entreprises. Alors, on va aborder une autre question malgré tout. Il y a eu des contentieux sur ce devoir de vigilance. Et quelles sont les premières tendances que vous observez? Alors effectivement, la loi française, elle, depuis 2017, elle vit. On a eu la création de chambres spécialisées au niveau du tribunal judiciaire de Paris, de la Cour d'appel de Paris. Donc on a les juges qui ont rendu leur première décision, notamment une décision d'injonction de modification du plan contre l'affaire La Poste. On a à peu près une dizaine de contentieux en cours, connus en tout cas, sur le fondement du devoir de vigilance. Et ça interroge soit les stratégies environnementales des entreprises, notamment en matière de financement ou de stratégie climatique, soit des projets de filiales opérationnelles, donc des grands projets. On peut citer le projet ICOP de Total Energy en Ouganda ou EDF au Mexique. Donc, c'est vraiment des filiales d'entreprises, soit des questions liées plutôt à l'approvisionnement et à la sous-traitance avec, c'était la question dans l'affaire La Poste, donc c'était la sous-traitance, conditions de travail de prestataires
de travailleurs, de prestataires de la Poste, d'une filiale de la Poste, donc sur les transports et sur la logistique. Alors, on va revenir sur une autre question qui me semble importante, c'est le devoir de vigilance comme outil de prévention des risques pénaux, sociaux, environnementaux. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Alors, le devoir de vigilance, c'est une démarche de prévention, comme je l'ai dit. Donc, il demande à l'entreprise de prévenir, de regarder, d'identifier au plus tôt les situations où il pourrait y avoir de potentielles atteintes, donc en matière de droits humains, donc évidemment conditions de travail, droits sociaux, ça renvoie aussi à des infractions pénales potentiellement, et en matière d'environnement. Donc, le fait pour l'entreprise de identifier, de prévenir les situations de potentielles atteintes est évidemment, par définition, un outil de prévention des risques contentieux. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a aussi plus en plus de contentieux contre les entreprises en matière pénale, notamment en matière environnementale, qui vont interroger des enjeux de vigilance et qui vont les interroger en tant que société donneuse d'ordre ou en tant que société mère. Et je vous renvoie à un rapport des clubs des juristes sur la question des droits humains. Et donc, finalement, mettre en place, être à même de démontrer une démarche proactive de vigilance permettra ou permet à l'entreprise aussi de se défendre, notamment quand des atteintes sont commises par des tiers, et de montrer qu'elle est de bonne foi et qu'elle, de son côté, avait mis en place toutes les mesures pour éviter ces atteintes. Alors, au-delà de ce que vous venez d'expliquer, est-ce que le devoir de vigilance est aussi un outil dans la gestion stratégique des risques réputationnels des entreprises? Alors, je l'espère. Évidemment, ça traduit les attentes sociétales, ça traduit les attentes des parties prenantes de l'entreprise qui vont aller challenger sur le côté réputationnel ou extrajudiciaire. Donc, on voit de plus en plus, par exemple, de salariés qui interrogent l'entreprise sur sa démarche de vigilance et sur des choix qu'elle a pu faire ou ne pas faire par rapport vraiment à la stratégie de l'entreprise. On voit surtout de plus en plus de investisseurs qui vont aller poser des questions sur les controverses des entreprises qui retirent leur financement. On peut penser à l'exemple du fonds norvégien qui retire des financements d'entreprises par rapport à des controverses de droits humains qui concernent donc les entreprises qu'elles financent. On voit aussi les banques qui demandent de plus en plus, avant d'investir, des informations sur comment l'entreprise va gérer les droits humains. Et donc finalement, être capable de démontrer une démarche proactive en matière de droits humains et environnemental, eh ben, ça permet d'attirer certains investisseurs, ça peut créer des opportunités commerciales et en tout état de cause, ça permet de protéger de risques réputationnels ou opérationnels au niveau local. C'est un gage d'acceptabilité sociale, notamment pour des grands projets, ou même par rapport aux fournisseurs, ça permet de créer des relations durables, d'éviter d'éventuelles rupture dans l'approvisionnement ou de mise en cause de fournisseurs qui, donc, indirectement joueraient sur l'approvisionnement de l'entreprise. Alors, est-ce que vous avez observé, vous êtes au contact des entreprises sur cette question de devoir de vigilance, est-ce qu'elles intègrent mieux cet aspect RSE, devoir de vigilance, dans leur stratégie globale? Alors, il y a évidemment des effets positifs de la loi française, mais plus généralement, je dirais que c'est le contexte RSE, notamment la CSRD, notamment les entreprises qui ont été sociétés à mission ou par rapport aux raisons d'être, qui ont permis de toucher les conseils d'administration ou les boards des entreprises et donc ont favorisé évidemment cette prise en compte de la RSE, mais de manière positive, encore une fois, et de manière à créer des opportunités. Devoir de vigilance, c'est plutôt une approche par les risques, alors c'est moins sexy, je dirais, et donc c'est plus difficile d'aller parler d'éviter les risques qui paraissent, ce qui peut paraître évident pour les entreprises, mais quand même, le devoir de vigilance, c'est vraiment un outil de prévention des risques qui permet justement de créer ces opportunités et ces impacts positifs. On va conclure là-dessus. Merci Charlotte Michon. Je rappelle que vous êtes avocate fondatrice de Charlotte Michon Avocat. Merci beaucoup. Tout de suite, on va parler d'un sujet connexe, l'avocat, acteur de la transition écologique. On poursuit ce Lex Inside, on va parler de l'avocat acteur de la transition écologique avec mon invité Laurence Roch, responsable du groupe de travail droit de l'environnement au sein du CNB. Laurence Roch, bonjour. Bonjour.
Alors, le CNB a publié un guide sur l'avocat acteur de la transition écologique. Qu'est-ce qui a motivé l'élaboration de ce guide? Alors, en fait, ce qui a motivé l'élaboration de ce guide, c'est d'abord le travail du groupe de travail environnement. C'est vrai qu'au Conseil national des barreaux, jusqu'à présent, il n'y avait pas en fait un groupe de travail dédié à l'environnement. On a réalisé qu'en fait, on ne pouvait plus continuer en fait de traiter ce sujet à la marge selon certaines commissions, et on s'est dit, il faut vraiment, c'est devenu en fait un droit majeur, et il faut absolument que les avocats s'en emparent. Dans la mesure où on représente ces 77 000 avocats, il nous a semblé intéressant, par le biais d'un guide, de permettre à ces avocats de en fait avoir un accès à un droit qui est technique, parce qu'il est en fait à cheval entre des données scientifiques, évidemment des données juridiques, mais également extrêmement porteur d'activités, d'abord d'activités de conseil, puisque l'avocat va conseiller les entreprises sur un certain nombre, on va dire, de prérequis environnementaux qui aujourd'hui sont nécessaires par rapport aux normes, mais également pour les consommateurs, mais même pour les clients du cabinet, et évidemment également pour tout ce qui est contentieux, puisque vous savez qu'aujourd'hui le contentieux de l'environnement est un contentieux émergent très important, aussi bien sur la scène nationale qu'internationale. Donc le guide, l'idée de ce guide, c'est vraiment de permettre à l'avocat de s'emparer d'abord des formations potentielles, ensuite des outils, aussi bien en qualité de conseil que dans le cadre du contentieux. Et il est en ligne, on peut évidemment le télécharger via un QR code sur le Conseil national des barreaux. Alors, on voit que c'est un enjeu majeur pour l'avocat. Quels sont les principaux défis pour l'avocat sur cette transition écologique? Alors, il y a deux défis, je pense que, et c'est un peu l'intérêt du Conseil national des barreaux, c'est à la fois de pouvoir conseiller l'avocat qui est l'avocat entreprise, donc l'avocat conseil en droit des affaires, et puis l'avocat des associations de protection de l'environnement. Et donc, les défis, le premier défi, c'est que les entreprises, malgré la dérégulation qui est en train de se passer au niveau de l'Union européenne avec la directive Omnibus, c'est vraiment que les avocats continuent de faire comprendre aux entreprises l'importance en fait de la compliance, c'est-à-dire de respecter les règles de durabilité, parce que d'abord c'est fondamental vis-à-vis de leurs clients, et puis c'est aussi parce que la France a été en pointe sur ce devoir de compliance, et on le voit peut-être aujourd'hui avec ce qui se passe avec Chine. Je ne sais pas si vous avez vu le nombre d'entreprises qui décident finalement de se retirer du BHV. C'est intéressant parce que ça montre qu'aujourd'hui, réputationnel. Voilà, et pas seulement d'ailleurs réputationnel. Je pense que les entreprises ont compris aussi, et par exemple la Chine en ce moment est en train d'avoir toute une réglementation sur le droit de l'environnement, que la population, les consommateurs ont besoin aussi d'être dans un certain nombre de respect des droits humains. Donc la France a été en pointe sur le devoir de vigilance, et donc il est important, ça c'est un défi, que la France reste en pointe là-dessus, y compris dans la bataille sur l'Union européenne. Après, il y a tous les défis des contentieux de changement climatique. On l'a vu avec les accords de Paris, qui vont fêter leur 10e anniversaire à Belém. Évidemment, le contentieux sur le changement climatique, les avocats ont été en pointe, y compris les avocats français, en mobilisant un certain nombre de normes, aussi bien nationales qu'internationales. Et je crois que le défi, c'est de continuer à pousser pour que les États continuent à comprendre que s'ils ne le font pas de manière, j'ai envie de dire, volontaire, le contentieux est là pour leur imposer de le faire. Le poids des normes explique en partie la dérégulation européenne. Comment les avocats appréhendent ces sujets? Je pense qu'ils peuvent être des grands facilitateurs de compréhension et de pédagogie. C'est-à-dire que j'entends ce que disent les entreprises sur le fait que peut-être la norme est finalement contraignante et incompréhensible. Mais il faut bien qu'ils comprennent que la norme protège et qu'elle les protège eux-mêmes, en fait, les entreprises. C'est-à-dire, et je pense que là, l'avocat conseil, c'est extrêmement intéressant, et on le montre dans le guide, comment il peut expliquer de manière pédagogique et évidemment faciliter la compréhension de la norme pour la protection de l'entreprise. C'est-à-dire que quand l'entreprise va elle-même mettre un certain nombre, on va dire, de facteurs de durabilité, de respect de l'environnement, elle le fait à la fois pour son entreprise, mais également parce qu'elle va avoir des sous-traitants et qu'elle va du coup prévenir des actions en responsabilité. Parce que, in fine, si elle ne le fait pas, derrière, il y a des actions en cascade, en responsabilité, qui peuvent lui tomber dessus. Alors, au-delà de ces aspects que vous venez d'évoquer, il y a aussi les politiques RSE des cabinets d'avocats. Où en est-on? Est-ce qu'ils se sont emparés de ces sujets pour eux-mêmes, j'ai envie de dire? Alors ça, c'est vraiment une question très intéressante, parce que pour nous, c'est essentiel de faire comprendre aux cabinets d'avocats qu'ils sont aussi des entreprises comme les autres.
Et qu'ils peuvent conseiller leurs clients, mais il faut aussi qu'ils regardent et qu'ils balayent devant leur porte comment ils intègrent une politique environnementale. Alors, l'idée, là, aujourd'hui, on est en train de refaire un guide RSE pour les avocats, parce qu'il y a deux choses. Un, prendre conscience, est-ce qu'on est dans les clous ou pas de la protection de l'environnement. Donc la première chose, c'est de faire ce qu'on appelle un questionnaire d'évaluation. Donc on a mis en place, alors il existait déjà depuis 2017, mais on est en train de le rénover un peu sur, par exemple, le bilan carbone. Rien que ça, faire son calcul. C'est un audit. C'est un audit. Et ensuite, les solutions. Solutions en matière de déplacement, solutions en matière d'utilisation, par exemple, on va dire des consommables, des entreprises avec lesquelles on peut contracter, qui seraient respectueuses de l'environnement. Et puis je dis, le dernier sujet, c'est l'intelligence artificielle. Il faut bien avoir Pourquoi conscience. c'est un vrai sujet? Parce qu'évidemment, c'est énergivore et qu'on n'a absolument pas conscience du fait qu'il y a à la fois un problème environnemental qui est évidemment la consommation d'énergie, et puis la question de la transparence des algorithmes. Et donc là, je pense que nous avons, mais j'ai envie de dire les éditeurs aussi, un vrai enjeu de est-ce qu'on contracte avec des éditeurs qui ont une forme de transparence sur les algorithmes et qui ont pensé la question de l'énergie et de la consommation. Est-ce que ça veut dire qu'il faut labelliser certains éditeurs éco-responsables, entre guillemets? Alors, c'est par exemple ce que aujourd'hui imagine le barreau de Paris. Donc, on pourrait, nous aussi, imaginer une charte où, en tout cas, il y aurait un questionnement ou un audit des éditeurs avant de contracter avec eux. En tout cas, avoir une conscience de ça dans le cadre de ces relations avec les éditeurs. L'idée, c'est un peu d'évoluer vers un avocat durable, entre guillemets? Exactement. Tout à fait. Et alors, dans cet avocat durable, c'est vrai que cette expression est un peu galvaudée, donc durable, ça veut dire beaucoup de choses. Moi, en ce qui concerne, en tout cas, le droit de l'environnement, dans la durabilité, c'est vraiment la question de, à la fois, le respect de la norme environnementale, mais aussi, comme vous le dites, la question de sera-t-on encore là, en fait, dans plusieurs années. Et ceux qui le seront, je pense, sont ceux qui, auront respecté les normes environnementales, c'est une évidence, parce que je pense que le consommateur va aussi de plus en plus demander, consommateur client, comment fonctionne le cabinet. Je sais que les entreprises le font déjà et qu'elles choisissent, et je pense par exemple en Angleterre, où la Law Society a vraiment fait un énorme guide là-dessus, les clients regardent la politique environnementale des cabinets pour ensuite conclure. Et inversement, nous devons, nous, amener les clients, et notamment les entreprises, à avoir conscience de ce qu'on appelle, nous, les émissions conseillées. C'est-à-dire, qui conseillons-nous comme clients et quelle politique ont-ils en matière environnementale? Donc, je pense que là, pour le coup, il y a vraiment une interaction entre le client et l'avocat. Et pour terminer, le CNB, vous essayez d'encourager les avocats vers une voie vertueuse en ayant des exemples concrets au-delà des guides, en les accompagnant Bien aussi? sûr, on peut ça là-dessus, on peut les accompagner. Alors, on ne fait pas de politique individuelle. On ne va pas évidemment se substituer aux cabinets qui le font, mais en revanche, la commission peut être saisie à tout moment par n'importe quel avocat. On a des mails pour pouvoir nous avoir évidemment une interface sans bien sûr, faire de publicité pour un avocat plutôt qu'un autre. Ce n'est pas absolument le but du Conseil national des barreaux. Mais en revanche, accompagner sur une réflexion, y compris les barreaux. On peut aussi faire de la formation auprès des barreaux. On va conclure là-dessus. Merci Laurence Roch. Je rappelle que vous êtes responsable du groupe de travail droit de l'environnement au sein du CNB. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.